bonsoir à tous. Merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le sommaire de votre journal. Les élections générales organisées le 8 septembre au Maroc sont historiques pour le Royaume car marquées par la tenue pour la première fois d'élections générales, législatives, communales et régionales, y compris au Sahara marocain. C'est avec ces mots que l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU s'est adressé au secrétaire général de l'ONU, à la présidente et aux membres du Conseil de sécurité. Démantèlement d'une cellule présumée terroriste affiliée à l'organisation dite État islamique. La cellule est composée de 3 présumés extrémistes âgés de 21, 27 et 37 ans qui s'activaient dans la ville d'El Rachidia, un nouveau grand maître des éléments du Bureau central d'investigation judiciaire. Coupe du monde de futsal, la sélection nationale brille dès son premier match. Elle a battu son homologue des îles Salomon, score 6-0. Bonsoir, je vous le disais en titre, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a adressé au secrétaire général de l'ONU, à la présidente et aux membres du Conseil de sécurité des lettres les informant des élections générales organisées le 8 septembre au Royaume, y compris au Sahara marocain. La lettre du Maroc au Conseil de sécurité sera publiée en tant que document officiel de ce Conseil et consignée dans les annales de l'Organisation des Nations Unies. Les grandes lignes de ce texte, tout de suite en compagnie de Nissali El-Hamdawi. J'ai l'honneur de vous informer que le 8 septembre 2021 a été une journée historique pour le Maroc, marquée par la tenue pour la première fois d'élections générales, législatives, communales et régionales sur l'ensemble du territoire national, y compris au Sahara marocain, souligne l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU. Le taux de participation à l'échelle nationale a atteint 50,35%. Il s'agit d'un taux record en comparaison aux échéances électorales précédentes, et ce, malgré les contraintes imposées par la pandémie du Covid-19. En ce qui concerne la tenue de ces élections dans les provinces du sud du Royaume, M. Hilal relève qu'au Sahara marocain, les taux de participation ont atteint 66,94% dans la région de l'Aïn Sakia al-Hamra et 58,30% dans la région de Dakhla Ouad Dahab. Et d'ajouter qu'au niveau provincial, les taux de participation au Sahara marocain sont encore plus remarquables. Dans la région de Dakhla Ouad Dahab, le taux a été de 79,64% dans la province d'Aousserd et de 54,40% dans la province de Ouad Dahab. Et dans la région de l'Aïn Sakia al-Hamra, ces taux ont enregistré 85,20% dans la province de Tarfaya, 67,37% dans la province de Smara, 68,65% dans la province de l'Aïn et 64,10% dans la province de Boujdour. Dans ce cadre, l'ambassadeur Hilal fait valoir que la population des 2 régions du Sahara marocain a fait montre d'une grande adhésion à ce triple scrutin, avec les taux de participation les plus élevés au Maroc, soulignant que la participation massive de la population du Sahara marocain à ce scrutin constitue une nouvelle confirmation par les urnes de l'attachement indéfectible des citoyens des provinces du Sud à leur marocanité, ainsi qu'à l'exercice de leurs droits inaliénables de gestion démocratique de leurs affaires locales dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Maroc. Le diplomate marocain indique par ailleurs que ces élections ont été suivies et observées en toute indépendance et neutralité par 5020 observateurs nationaux et internationaux. Il s'agit de 4891 observateurs nationaux, dont 568 observateurs du Conseil national des droits de l'homme, ainsi que 129 observateurs internationaux représentant notamment plusieurs pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et du monde arabe, des organisations internationales et régionales, des parlements nationaux et internationaux et des organisations non gouvernementales et de la société civile. Ces observateurs nationaux et internationaux ont tous attesté du déroulement de ces élections de manière démocratique, transparente et inclusive, conformément aux procédures régissant les processus électoraux, ainsi qu'aux standards internationaux les plus élevés, fait remarquer l'ambassadeur du Maroc.
Ces observateurs ont déclaré que ces élections se sont déroulées dans des conditions normales, notant qu'aucun incident susceptible d'entacher la transparence du scrutin n'a été relevé au niveau de toutes les régions du royaume, conclut Omar Hilal. Les consultations politiques devant mener à la formation du nouveau gouvernement vont reprendre demain, mercredi. Ces tractations politiques ont pour rappel officiellement démarré hier. Le chef du gouvernement désigné s'est entretenu au siège du RNI avec les chefs de plusieurs partis politiques. Ces derniers ont été reçus de façon séparée et selon leur classement en termes de sièges remportés lors des législatives du 8 septembre. Il s'agit du PAM, de l'Istiqlal, de l'USFP, du Mouvement populaire et de l'Union constitutionnelle. Ces consultations qui vont donc reprendre demain portent l'espoir de l'émergence d'un cabinet homogène et efficace, un cabinet qui puisse répondre aux aspirations des citoyens et qui soit à l'œuvre pour donner corps notamment au nouveau modèle de développement. Selon les politologues et les analystes politiques, les analystes de façon générale, ce sera le mandat de tous les défis, et des défis principalement socio-économiques dans un contexte toujours marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Le Mali condamne vivement l'attaque lâche et barbare perpétrée samedi dernier par des individus armés non identifiés contre un convoi commercial marocain à 300 km de Bamako. L'attaque a occasionné des pertes en vie humaine, dont 2 ressortissants marocains. Elle a aussi fait des blessés, précise le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. En cette douloureuse circonstance, le Mali exprime au nom du président de la transition et du gouvernement toute la compassion et la solidarité du Mali avec le gouvernement et le peuple frère du Maroc. Il a également présenté ses condoléances aux familles des victimes et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Le ministre malien a aussi informé l'ambassadeur marocain à Bamako que depuis cette attaque, les ministères en charge de la sécurité, de la défense et de la santé ont tous pris des mesures appropriées, chacun dans son domaine, pour tout mettre en œuvre et retrouver les coupables et les traduire devant la justice. Les relations économiques entre le Maroc et la Pologne sont excellentes et fructueuses et les deux pays aspirent à plus. Pour y parvenir et prospecter justement de nouvelles opportunités d'investissement, eh bien, une importante délégation d'hommes d'affaires polonais a déjà entamé une mission économique à l'Aïoun, mission organisée par l'ambassadeur du Maroc à Varsovie en collaboration avec les centres régionaux d'investissement de l'Aïoun et de Dakhla. Oumi Maramli. Érigées en pôle d'investissement et de croissance, nos provinces sud attirent les investisseurs. Une attractivité renforcée par le lancement de plusieurs chantiers structurants. Ces hommes d'affaires polonais viennent tout droit de Varsovie, une mission minutieusement préparée ces derniers mois avec l'identification préalable des opportunités d'investissement. Le Maroc est vraiment un Eldorado pour les investisseurs polonais. C'est d'ailleurs une chose qui revient énormément dans nos médias. Les provinces du Sud en particulier offrent des potentialités et des atouts qui répondent aux aspirations des investisseurs étrangers grâce à leur situation géographique. On voit un grand potentiel du développement tout simplement en voyant comment la région elle-même se développe aussi. On y voit une opportunité pour notre société qui pourrait contribuer dans le secteur de la communication. Nous produisons des aéronefs ultra légers avec une section R&D, recherche et développement très forte. En voyant la dynamique du développement de la région, on aimerait saisir le moment et y proposer et introduire nos solutions de FlyArgo. Introduire des solutions innovantes et pouvoir s'ouvrir à partir du Maroc sur l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Ouest, autant de raisons qui motivent cette première visite. Ils sont arrivés d'eux-mêmes pour voir un petit peu ce qu'offre la région en tant qu'opportunité d'investissement et aussi de voir par eux-mêmes la stabilité
politique dont jouit notre royaume et tout ce développement économique qui est très important, ce développement, parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui de l'importance de tous les projets qui sont développés dans la région. Première du genre, cette visite de la délégation d'hommes d'affaires polonais conforte la crédibilité et la confiance des investisseurs étrangers en la destination Maroc. Elle se poursuivra jusqu'au 19 de ce mois avec une visite prévue dès demain à Dakhla. Démantèlement ce matin d'une cellule présumée terroriste affiliée à l'organisation dite État islamique. La cellule est composée de 3 extrémistes âgés de 21, 27 et 37 ans qui s'activaient dans la ville d'Al-Rachidia. L'opération de démantèlement a été menée avec un grand professionnalisme d'ailleurs par les éléments du Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la sûreté nationale. Tout de suite, les détails en compagnie de Mohamed Eichker. La nouvelle cellule présumée terroriste a été démantelée ce matin suite à des opérations simultanées menées par les éléments de la force spéciale relevant de la DGST, la Direction générale de la surveillance du territoire. Des opérations qui ont permis d'interpeller le principal suspect, l'émir présumé de la cellule terroriste, ainsi que 2 autres membres de cette cellule. Les perquisitions menées au domicile des suspects et dans le local commercial de l'un d'eux ont permis la saisie de matériel informatique, de cartes mémoire, de téléphones portables, d'uniformes paramilitaires, de manuscrits faisant l'apologie des opérations terroristes et d'affiches évoquant le Khorasan comme nouvelle base de combat. Selon les recherches, investigations et opérations de filature opérées au sujet des membres de cette cellule, son émir présumé s'activait dans l'embrigadement et le recrutement dans les rangs des adeptes des courants religieux traditionnels. Le mis en cause a transformé son local commercial, se trouvant à proximité d'installations vitales et stratégiques, en lieu de prière en proscrivant l'interdiction de la prière dans les mosquées, ainsi qu'en refuge pour la consécration de l'idéologie extrémiste dans les rangs de ses adeptes, et en espace également pour la planification de crimes à vocation terroriste contre les individus, en choisissant l'une de ses victimes comme cible imminente d'assassinat, en raison de son travail dans un service d'utilité publique. Les investigations révèlent que les membres de cette cellule présumée terroriste se partageaient les contenus numériques à caractère terroriste, comme ceux documentant les attentats suicides et les assassinats commis par l'organisation Daesh dans plusieurs régions du monde, en tant que moyen pour consacrer l'idéologie extrémiste et pour inciter à la perpétration de ces crimes sur le territoire national. Les membres de cette cellule présumée terroriste ont été placés en garde à vue, à la disposition de l'enquête menée par le Bureau central d'investigation judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les ramifications régionales et internationales de cette cellule, ainsi que l'ensemble de ses plans et projets destructeurs, en plus d'interpeller toutes les personnes impliquées dans ces activités extrémistes. Covid-19, focus d'abord sur les chiffres journaliers. 2785 nouveaux cas d'infection et 65 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs s'élèvent à 28 602, alors que les cas sévères ou critiques s'établissent à 1684, dont 58 personnes qui sont placées sous intubation. Pour ce qui est de la vaccination, eh bien, le nombre des primo-vaccinés avoisine désormais les 20 millions et demi, alors que celui des personnes complètement vaccinées frôle la barre des 17 millions. Et après les chiffres journaliers, focus à présent sur ceux bimensuels. Leur décryptage rassure en fait parce que pour la 5e semaine consécutive, le nombre des cas positifs a poursuivi sa baisse. En revanche, l'autre partie du tableau est sombre puisque le ministère de tutelle fait état de taux élevés, des cas critiques et des décès également. Zakaria Moukhenbillah et Oumy Maramli pour le commentaire. Le 31 août dernier, près de 4 900 nouveaux cas positifs étaient enregistrés. 2 semaines plus tard, à peine 917 cas sont recensés, soit une baisse de 81%.
Sur 2 semaines, les cas positifs sont passés de 42 420 cas hebdomadaires enregistrés fin août à 20 562 cas la semaine dernière, soit une baisse de 52%. Une tendance baissière qui se confirme depuis 5 semaines déjà. Le nombre de nouveaux cas critiques hospitalisés dans les services de soins intensifs a également connu une baisse significative durant les 2 dernières semaines, soit près de 30%. Nous sommes passés de 2537 cas il y a 2 semaines à 1764 cas pour la journée d'hier. Ce résultat positif s'est traduit au niveau des taux d'occupation des lits dédiés aux cas critiques, qui est passé de 50% à 33% durant la même période. حيث مر مستوى الملء من 50 إلى 33%. Une décroissance aussi observée pour le nombre des cas actifs qui sont passés de 60 000 à moins de 30 000 cas hier lundi. L'évolution des cas sous ventilation artificielle n'a toutefois pas connu d'amélioration. Le nombre des cas placés sous intubation au sein des unités de réanimation a connu une stagnation durant les 2 dernières semaines, tandis que la courbe des décès a enregistré une baisse significative pour la 4e semaine de suite, passant de 645 décès il y a 2 semaines à 473 décès la semaine écoulée, soit une baisse de 25,6%. Une tendance baissière et des indicateurs favorables, mais qui appellent à plus de vigilance, au respect des mesures préventives et à une plus grande adhésion des citoyens de 12 ans et plus à la campagne de vaccination. Covid-19 oblige, la 19e édition du Festival international du film de Marrakech a été reportée à une date ultérieure, annonce faite aujourd'hui même par la fondation du FIFM. La fondation qui assure cependant que la 4e édition des ateliers de l'Atlas du festival vont se dérouler tout de même, mais ce sera en ligne du 22 au 25 novembre. Et c'est cette bonne nouvelle qui clôt ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très bientôt, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.